Poursuivons donc notre exploration des paralogismes. Nous avions vu les paralogismes formels, nous avions commencé à regarder les paralogismes informels, et nous avions terminé avec les dilemmes, les faux dilemmes. Maintenant, nous allons voir assez rapidement la fin de ces paralogismes, et je voudrais commencer par commencer à partir de la généralisation hâtive. Alors, pareil, la généralisation hâtive, c'est un paralogisme qui consiste à généraliser trop, exagérer, en quelque sorte, et, stricto sensu, à tirer des conclusions au sujet d'un ensemble donné, en se basant sur un trop petit nombre de cas. En gros, c'est porter son avis en n'ayant pas suffisamment de données. Ça ressemble à la précipitation que l'on a chez Descartes. Par exemple, l'acupuncture ça marche. Mon frère a arrêté de fumer en consultant un acupuncteur. Pour en formuler de toutes sortes, je ne vais pas en développer plus que ça, mais en voilà un par exemple. Les préjugés reposent effectivement sur des généralisations hâtives. Mais un préjugé est une généralisation hâtive. Toute généralisation hâtive n'est pas un préjugé. D'accord ? Donc, il faut faire attention aux ensembles dans lesquels appartiennent l'un et l'autre. Une généralisation hâtive, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Et une généralisation hâtive est en fait une sorte de mauvaise induction. Et il faut savoir que des inductions, on en a besoin. Et on ne peut pas tout simplement rejeter toute forme de généralisation. Il est souhaitable, il est même parfois nécessaire de pouvoir tirer des conclusions concernant un ensemble à partir de l'observation d'un nombre limité de sujets de cet ensemble. Parce que nous n'avons pas accès à toutes les données, on ne peut pas avoir accès, donc on est obligé de tirer parfois des conclusions. On fait avec. Et parfois on peut le faire sans forcément se tromper. L'idée est de chercher à produire des inductions fiables. Alors cette capacité, cet art à produire des intuitions fiables, est connu sous des noms comme la théorie de l'échantillonnage, être capable de développer, de démontrer que un certain échantillon, cet échantillon, les résultats des observations qu'on aurait sur cet échantillon seront représentatifs, d'accord ? C'est très important, quand on fait des sondages, quand on fait des observations statistiques, mais aussi quand on fait du travail sur des cellules, quand on fait des travaux même sur des médicaments, savoir si les études qu'on fait sur certains médicaments, notamment ce qu'on fait par exemple sur les tests qu'on a fait justement de vaccins, c'est des formes d'inférence statistique et de théorie d'échantillonnage, pour savoir s'il y a une certaine efficacité, s'il y a un certain effet indésirable, etc. Mais tout ça va reposer effectivement sur des théories de l'échantillonnage, des inférences statistiques. Voilà. Alors si par exemple vous faites des études après le bac en maths appliquées ou sciences sociales, vous serez amené à maîtriser ce genre de branches mathématiques que sont statistiques et théorie de l'échantillonnage. Vous ferez ça en socio, vous ferez ça aussi en psycho, c'est passionnant. Il y a des lois en quelque sorte il y a des lois du hasard et des lois même en physique, puisque en physique les théories quantiques reposent essentiellement sur un certain indéterminisme. On aura l'occasion d'en reparler dans le prochain chapitre. Ensuite, après la génération hâtive, nous avons l'argument ad hominem. Rapidement, l'argument ad hominem est assez connu. Littéralement, ad hominem, ça veut dire argument adressé à la personne, contre la personne. Donc il consiste à s'en prendre à la personne qui énonce une idée ou un argument, plutôt qu'à cette idée ou cet argument. Donc on cherche ainsi à détourner l'attention de la proposition qui devait être débattue vers certains caractères propres à la personne qui l'a avancée. C'est-à-dire on s'attaque pas à l'argument, on n'essaie pas de démontrer que l'argument est mauvais, on essaie simplement de montrer que la proposition est fausse dans la mesure où la proposition ne vaut même pas la peine d'être évoquée ou travaillée, dans la mesure même où la personne qui l'évoque a des traits, des caractéristiques que nous devons rejeter. Voilà, donc on s'attaque à une personne, et non pas à l'argument
même si l'argument, au demeurant, pourrait être tout à fait valable. Argument suivant, plus connu, puisque vous l'avez travaillé avec le texte de Locke, c'est l'appel à l'autorité. Définition, on appelle argument d'autorité le fait de remplacer la valeur d'un raisonnement par une référence au simple propos tenu comme autorité, au propos d'une personne tenue comme autorité sur un sujet. Cet argument est considéré comme un sophisme lorsque le recours à des noms, citations, ouvrages, autorité, va remplacer tout simplement une quelconque argumentation. Il suffit de dire Einstein a dit ça pour dire ce que je dis est forcément vrai. En l'occurrence, la forme de cet argument est ainsi. P1, la personne A fait autorité sur le sujet X. Or, la personne A fait des déclarations X égale B à propos de X. Donc, X égale B. Je dirais que là, c'est l'appel à l'autorité plutôt correct, acceptable. Sachez que il n'est jamais complètement légitime, c'est ce que disait Locke. Ce sophisme repose sur le passage P2C, ici, qui est fallacieux. C'est pas parce qu'une autorité s'exprime sur un sujet qu'elle maîtrise, l'autorité est légitime, évidemment, puisqu'elle le maîtrise, que pour autant, le passage de P2 à C est correct. C'est-à-dire P2 n'est pas suffisant pour faire de ce qui est dit par A quelque chose de vrai. Notamment, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais il y a des débats considérables dans la physique quantique, par exemple. Vous avez deux grands courants, les orthodoxes et les hétérodoxes, qui se disputent en quelque sorte à certaines interprétations, certaines théories. Et donc ça veut dire que c'est pas parce que vous maîtrisez un sujet de physique quantique que pour autant vous avez raison et vous pouvez avoir une conclusion à votre raisonnement vrai, dans la mesure où vous avez deux grandes théories qui s'affrontent en physique quantique, par exemple. Par exemple, il y a la théorie de Bohr et la théorie d'Einstein, de Broglie, qui sont en fait tout à fait opposés. D'accord ? Et du coup, c'est pas parce que Einstein a raison que l'autre aurait tort, par exemple. D'accord ? Donc c'est pour ça que faut pas... c'est pas parce que Einstein dit quelque chose qu'il a forcément raison, dans la mesure où l'autre est aussi tout à fait un bon spécialiste, etc. Donc vous avez des domaines, et notamment ça me permet de préciser les cas de figure dans lesquels l'appel à l'autorité est fallacieux, et fait qu'il faut être extrêmement prudent avec l'appel à l'autorité. Ça permet aussi d'ailleurs d'approfondir le texte de Locke que vous avez eu à traiter. Premièrement, il y a le cas où l'expertise présumée de A, l'autorité, n'existe pas. Comment ça peut arriver ? Quelqu'un a une autorité, quelqu'un se réclame d'une autorité, mais en fait ne l'a pas, ou n'est même pas reconnu par les autres personnes qui travaillent sur ce domaine. Dans des domaines de connaissances qui n'existent pas, par exemple être expert en gentillesse n'existe pas, ça c'est il n'y a pas d'expertise, ou au contraire, justement, dans le cas de la physique quantique, où il y a un consensus sur certains domaines qui n'est pas là, en politique, où il n'y a pas de consensus, ou en éthique, et dans ce cas-là, un spécialiste d'éthique, ce sera un spécialiste de philosophie, et du coup, il pourra mettre en évidence certaines choses, mais il ne pourra pas dire, on y viendra, hein. Mais voilà, il n'y a aucun consensus d'experts, et donc la personne qui s'exprime, elle s'exprime pas, elle n'a pas plus d'autorité qu'une autre sur certains domaines-là. En physique quantique, c'est peut-être autre chose. Deuxième cas, c'est le cas où A a un intérêt à dire que X égale B. Parce qu'on parle aussi de conflit d'intérêts. Par exemple, la publicité fait appel à des gens célèbres, riches, puissants, pour faire la promotion d'un produit. Faire la promotion d'un produit. Et dans ce cas-là, quand il dit du bien de certains produits, peut-être que cet intérêt n'est pas neutre en quelque sorte, et que cette autorité serait pas tout à fait appuyée sur la vérité. D'accord. Troisième cas
où l'autorité est à remettre en question et où l'argument, l'appel à l'autorité est tout à fait dangereux, c'est le cas où X ou A se prononce sur X, qui est d'un domaine autre que celui sur lequel il dispose d'une légitime expertise. Einstein était certainement un important physicien, mais ses opinions politiques ne sont pas nécessairement meilleures que celles d'un autre pour autant. C'est très important, c'est-à-dire, vous pouvez être un expert, reconnu expert dans un certain domaine, mais ce n'est pas parce que vous êtes expert dans un domaine que vous avez légitimité à parler d'un autre domaine. Voilà pour l'appel à l'autorité. Donc ça permet, quand vous avez quelqu'un qui fait appel à une autorité, de repérer, et vous faites cette grille en quelque sorte de repérage, et vous vérifiez. Dans ce cas-là, vous rejetez cet argument ou pas. Voilà. Faire très attention à ça, c'est déjà des bonnes manières de remettre en question, d'examiner attentivement un argument qui fait un argument d'autorité. Vous pouvez notamment le faire quand vous lisez des articles, quand vous entendez un journaliste parler, ou un politique, ou même un intellectuel, ou un philosophe. Dernier pour la vidéo, c'est l'appel au peuple, ad populum, qui est une certaine variante de l'appel à l'autorité. C'est le cas où on affirme X parce que c'est ce que tout le monde pense, ou parce que c'est ce que traditionnellement tout le monde pense. Argument très classique, qui nous empêche totalement de remettre en question beaucoup de choses. C'est souvent l'argument que tout élève de philosophie, souvent, sans s'en rendre compte, dit assez rapidement. En fait, tout le monde pense ça, monsieur, je vois pas pourquoi. Mais tout le monde pense ça, c'est un argument qui est tout à fait fallacieux, c'est un très mauvais argument. C'est, je dirais même, une non-pensée, c'est-à-dire... Et c'est un appel à l'autorité. Par exemple, je donne un exemple, la voiture Y, N millions de conducteurs ne peuvent pas se tromper. En gros, comme il y a tant de millions de personnes qui l'ont acheté, c'est que ça doit être bien, et que vous devez l'acheter. Autre cas, aucune société n'a jamais légalisé le mariage homosexuel, et la nôtre ne doit donc pas le faire. Voilà. Le fait que beaucoup de gens le font est un gage de bonne chose. C'est quelque chose qu'on retrouvait dans l'argument de Locke, qui était de dire, le fait de s'en remettre à la majorité, c'est en fait, encore une fois, ce qu'on appelle un pendant de l'argument d'autorité, et que l'on retrouve ici en exemple. J'ai le temps de faire le dernier, sur le peu qui me reste, c'est quelque chose qu'on a déjà aperçu, c'est pour ça que je vais vite, c'est la pétition de principe. La pétition de principe, c'est le raisonnement circulaire, c'est le dialène qu'on avait vu. On suppose déjà dans les prémices qu'on voudrait établir en conclusion. C'est un cercle. Par exemple, ça aussi on l'avait vu, Dieu existe puisque la Bible le dit. Et pourquoi devrait-on croire la Bible? Parce que c'est la parole de Dieu. Vous avez un cercle. Alors ça, c'est assez fantastique. Là, on met encore plus en évidence une inconsistance, mais c'est quelque chose qui est très important. C'est même plus qu'un paralogisme informel, c'est un paralogisme formel, mais peu importe, souvent dans un discours, on retrouve ce cercle. Parfois il n'est pas visible, parfois il est difficile à repérer. C'est pour ça que il faut faire attention. On en retrouve assez souvent. Le tout, c'est de manifester le raisonnement, manifester la prémisse et manifester la ressemblance entre la conclusion et la prémisse. Il reste encore quelques autres paralogismes que nous verrons dans une prochaine vidéo.